Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui pour l'événement de clôture de la tournée Quartier Général de BPI. Bonjour. Donc, je suis Clara Douce-Magrat, je suis la Head of Content de C'est qui la boss. Et pour vous présenter rapidement toutes les deux, Yasmine, toi tu es la fondatrice et la présidente de MIPI. MIPI, c'est une entreprise de logistique de livraison du dernier kilomètre responsable. Oui, c'est un secteur où il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Et toi, Aurélie, tu es la fondatrice de Just Go Agency, qui est une agence de création de contenu et d'influence. Et tu es toi-même créatrice de contenu sous le compte Madame Flouche. Exactement. Je suis hyper heureuse de vous retrouver sur cette table ronde parce que vous avez chacune un parcours assez atypique et ça ne vous prédestinait pas nécessairement à l'entrepreneuriat. Donc je vais commencer avec ma première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? Et Yasmine, est-ce que tu peux répondre en premier, s'il te plaît? Ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est que dans les expériences en tant que salariée que j'ai pu avoir, il y avait des choses qui me titillaient, avec lesquelles j'étais pas alignée. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais bon, il y a un leader qui a pris une décision, je peux pas aller à l'encontre. Donc, si je veux être en phase avec les décisions qui sont prises, j'ai qu'à les prendre. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je trouve l'idée. Après, ça a été la phase numéro 2 du process. Et alors, comment t'es venue l'idée de MIPI, du coup? C'est pendant le Covid à me faire livrer assez régulièrement. Et en fait, je me suis dit, j'étais pas à l'aise avec la façon dont c'était fait. Je me suis bien rendu compte que c'était complètement démocratisé. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de changer les choses. Et sur un coup de tête, je me suis lancée. Peut-être comme ça, t'es arrivée. Ouais, alors, coup de tête, oui et non. Ça a été long, le process de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Voilà, pour moi, être entrepreneur, c'était un truc que je sacralisais. Mais une fois que j'avais dépassé ça, il n'y avait plus qu'à foncer. Génial. Et toi, Aurélie, qu'est-ce qui t'a poussée à entreprendre? Alors moi, ça a été un enchaînement de situations de ma vie qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Un petit enchaînement un peu long, puisque j'ai fini mes études à 23 ans et en sortant de mes études, je suis tombée enceinte de ma fille. Ayant 23 ans, je ne le vivais pas hyper bien dans le sens où j'avais pas de copine pour le partager, etc. Donc... à l'annonce de ma grossesse, j'ai pris un job alimentaire complètement et j'ai ouvert un blog pour parler de la grossesse et déculpabiliser surtout parce que je me sentais pas bien enceinte et personne n'en parlait. De là, j'ai commencé à intéresser un peu les marques, etc. Et je suis devenue créatrice de contenu donc, pour parler de la parentalité. Un an après, je suis retombée enceinte. Voilà. Okay. Donc à 25 ans, j'avais 3 enfants puisque j'ai eu des jumeaux. Et du coup, j'ai une communauté qui a grossi petit à petit. Et c'est là que j'ai commencé à me dire pourquoi pas en faire un métier. Voilà. Et j'ai commencé à devenir créatrice de contenu. À plein temps, du coup? Alors d'abord en mi-temps, entre guillemets, parce que j'avais gardé mon job à côté. Et un jour, il s'est passé un petit drame dans notre vie. Mon mari a eu un cancer quand on avait 27 ans. Et donc, je me suis dit, bon, c'est ça ma vie. Est-ce que je peux pas faire mieux ? Puisqu'on avait 3 enfants, l'épée de Damoclès à me dire est-ce qu'il va mourir et que je vais être seule avec 3 enfants. Et du coup, j'ai fait un pacte avec mon mari. Je lui ai dit écoute, t'as le cancer, je veux 2 choses. La première, on se marie. Et la deuxième, tu me donnes 1 an et j'essaye de vivre de la création de contenu pour qu'on soit plus heureux avec nos enfants et on verra où ça nous mène. Donc du coup, au mois de janvier 2017, je me suis mariée et j'ai commencé à essayer de vivre de la création de contenu. Ce qui a plutôt bien fonctionné puisque j'avais un job de vendeuse. Donc mon but, c'était de faire 2 000 € de chiffre d'affaires puisque j'étais en auto-entreprise. Et une fois enlevé les charges, j'étais à 1 500, j'étais la reine du pétrole. Enfin, j'étais habituée à vivre avec des moyens, somme toute, standards. Donc ça m'allait très bien. Et voilà, et ça a grossi petit à petit et j'étais contente. Et après, comment est-ce que tu es arrivée à monter ton agence d'influence, du coup? Et du coup, mon agence d'influence, elle est venue pas si longtemps que ça après. Donc, d'un autre pseudo-drame, entre guillemets, j'en parle très ouvertement, mais je suis retombée enceinte. Une 3e fois pour un 4e enfant. Et je ne voulais pas de ce bébé, puisque j'en avais déjà 3 et que j'étais fatiguée et pas prête à avoir cet enfant. Donc, j'ai eu la chance d'être dans un pays où on a le droit d'avorter. Mais avortement ne veut pas dire que pour autant on le vit bien. Donc j'ai fait une très grosse dépression suite à ça. Même si c'était mon choix, j'avais besoin, je l'ai très mal vécu, et j'avais besoin de me changer les idées.
Et en fait, donc j'étais toujours créatrice de contenu et en même temps, je regardais mes copines qui l'étaient aussi, mais qui n'en vivaient pas aussi bien que moi. Là où moi, j'avais pu arrêter de travailler, mes copines pas du tout. Alors que parfois, elles avaient plus d'abonnés, plus d'engagement, etc. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a un business, je vais devenir leur agent. Donc en me disant, je prends 20% de ce qu'elles touchent, si j'arrive à leur faire gagner autant que moi, tout bénef pour moi, quoi. Ok. Voilà. Et c'est de là qu'est venue Just Go Agency. Voilà, et Just Go est arrivé comme ça, et les copines ont ramené des copines, qui ont ramené des copines, et aujourd'hui je suis plus du tout agent, je suis juste gérante, et j'ai des talent managers avec moi, une super équipe d'une dizaine de collaborateurs, donc c'est très chouette. Et quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais un modèle, quelqu'un que tu identifiais comme une entrepreneuse qui avait réussi? Pas du tout. Pas du tout, personne. Mais personne, mais moi, je me suis jamais dit je vais être entrepreneur et j'avais pas d'exemple autour de moi déjà. Donc, je suis issue de Clermont-Ferrand. Je suis pas issue de banlieue, mais de Clermont-Ferrand. Et moi, dans mon entourage familial déjà, il y en avait pas. Et pro, j'en avais pas. J'avais pas de professionnels autour de moi, donc vraiment zéro exemple. Et toi, Yasmine, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, tu avais un modèle ou une modèle d'ailleurs? Alors oui, pour moi, entreprendre, c'était créer Facebook, quoi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à me lancer. Je me suis dit, être entrepreneur, c'est forcément créer une licorne et avoir un impact international, même si je suis toujours alignée avec ça, que je fais tout pour que ça devienne vrai. Et je pense que c'est ce qui fait que l'entreprise que j'ai créée, elle a connu une aussi grande croissance. C'est parce que je suis hyper motivée quand je fais des choses. J'aime que ça s'accélère. Mais c'est vrai que le fait que les entrepreneurs que j'imaginais, auxquels je pensais, c'est ceux qui avaient fait d'énormes trucs. Ça peut être très limitant quand on ne s'est pas encore lancé. Là, aujourd'hui, ça me fait plus peur. Et quand je dis je vais être aussi gros qu'eux, les gens me regardent en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais moi, il y a 3 ans, j'étais toute seule. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes, mon entreprise. Donc, finalement, je suis capable d'accélérer les choses. Mais c'est vrai que ce qui manquait en France à l'époque, et c'est moins le cas maintenant, c'est des rôles modèles accessibles et avec lesquels on peut se projeter. Et c'est marrant parce que là, tu parles beaucoup d'entrepreneurs. Donc toi, c'était vraiment des hommes que tu identifiais. En fait, apparemment, dans la langue française, ça se dit pas entrepreneuse. Donc à chaque fois que je le dis, on me reprend. Mais c'est vrai que non, dans ce sens-là, je n'ai pas vu beaucoup de femmes. Tu vois, toutes les histoires que j'avais, à chaque fois, c'était des hommes. Et de toutes les manières, dans les licornes mondiales aujourd'hui ou françaises, malheureusement, on n'est pas encore suffisamment présentes, nous les filles. Donc il faut y aller, tu sais. Génial. Et du coup, Aurélie, moi, je voudrais te reposer une autre question, plus particulièrement sur ton agence. C'est que toi, tu évolues dans un milieu qui est particulièrement féminin. D'ailleurs, tu m'as dit que dans ta boîte, il y a principalement des femmes et qu'il n'y avait qu'un seul homme. Est-ce que tu vois une différence de posture dans les talents que tu accompagnes ou dans tes collaborateurs et collaboratrices entre les hommes et les femmes? Des manières d'aborder le business qui seraient différentes? Je pense qu'on est quand même chanceux d'être en 2024 aujourd'hui et je ne pense pas qu'on a les mêmes inégalités autour de moi, parce que je sais que c'est le cas dans plein d'autres endroits, mais j'ai eu la chance d'être quand même relativement bien entourée. J'ai pas été souvent confrontée à des problèmes du genre t'es une femme, tais-toi ou quoi que ce soit. C'était plus peut-être ma jeunesse qui a été compliquée parce que j'avais une tête de bébé au début, donc après j'ai eu des enfants. Bien fatiguée. C'est toujours le cas. Oui, mais ils m'ont mis 10 ans dans le visage rapidement. Mais non, j'ai été assez épargnée. Je l'ai plus vécu, le côté femme, quand j'ai voulu aller dans des BNI, des choses comme ça. Donc des réseaux professionnels. Des réseaux professionnels, voilà. Bon, aujourd'hui, je fais partie d'un autre réseau qui est très bien. Mais le BNI m'a plus marquée, où là, je me suis sentie un peu, déjà pas prise au sérieux parce que j'étais agent de créateur de contenu. Alors déjà, ils croyaient tous que tout le monde habitait à Dubaï et que voilà. Et en plus, j'étais une femme et en plus, j'étais jeune. Donc c'était plus le package qui a fait que parfois, je me suis sentie infériorisée. Ok. Mais ouais, évidemment, il y a encore des grosses inégalités, mais je pense faire partie des gens qui ont été un peu préservés quand même. Ok. Et toi, Yasmine, pour le coup, tu évolues dans un secteur qui est particulièrement masculin. Est-ce que tu as eu l'impression, est-ce que déjà tu as vu une différence de posture entre les hommes et les femmes? Et est-ce que toi, tu as eu l'impression de devoir changer ta posture pour être prise plus au sérieux ou pour au moins faire entendre ta voix?
J'ai une forte personnalité et c'est quelque chose qui se sent très vite. Donc je pense que naturellement, j'ai quelque chose qui fait que je ne laisse pas le choix à mes interlocuteurs de me prendre au sérieux. Et ça peut arriver quand j'arrive dans des endroits que les hommes dans mon écosystème soient pas forcément sympas tout de suite. Mais franchement, la trajectoire, je la change très vite. Et puis à la fin, je mets tout le monde d'accord. De toutes les manières, je pense qu'il ne faut jamais laisser personne nous manquer de respect, nous stigmatiser. Moi, je dis toujours quelque chose à mes 2 petits garçons. Je dis, vous êtes des escargots ou des lions? Ouais. C'est ma métaphore. Dès qu'il me raconte un truc, l'escargot, il a tendance à se faire naturellement écraser sans qu'on s'en aperçoive même, tu vois. Et le lion, c'est le roi de la jungle, quoi. Et ce truc de cette posture où faut incarner sa puissance, faut incarner son projet, faut incarner sa croissance. Après, on n'a pas tous les mêmes tempéraments, mais quand quelqu'un en face de soi veut positionner ou installer un rapport de force, il faut le faire. Moi, j'aimerais vivre dans un monde où il n'y a pas ce rapport de force. Parce que je suis naturellement, même si ça ne soit pas tout de suite gentil, on a l'impression que j'ai un truc où je fais un peu peur. Mais par contre, cette bienveillance, je peux la mettre de côté si à un moment donné, les gens tu vois, ont des attitudes déplacées. Et quand ça arrive de la part d'hommes, mais ça peut arriver aussi de la part de femmes, je pense qu'il faut juste savoir incarner en tant qu'entrepreneur d'autant plus. Tu te rappelles d'un moment où tu as vraiment dû incarner? Pas très longtemps. Ah ouais? Il y avait une réunion avec le client et il y avait un des membres, quelqu'un de l'entreprise qui remercie mes collaborateurs à ce moment-là, qui avait 2 hommes, une femme. Donc il remercie les 2 hommes sans me remercier moi, remercier la manageuse qui était là. Et du coup, j'ai trouvé ça profondément irrespectueux. Déjà, même pas par rapport à moi, mais par rapport à la manageuse qui était là. Et du coup, j'ai attendu tranquillement la fin de la réunion. Et devant tout le monde, j'ai dit c'est la dernière fois que ça arrive. Et j'ai tapé du poing. Et dans l'après-midi, il y a eu un mail d'excuses qui est arrivé de la part de la direction. Donc, ça a été entendu. Donc oui, ça arrive. Mais voilà, je laisse pas passer les choses. Et je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Mais il faut avoir du courage aussi pour pas laisser passer ce genre de choses. Parce que souvent, et Aurélie, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais souvent, on a un peu tendance à se laisser écraser et à pas oser dire non, c'est pas OK là, votre comportement. Alors, je pense que j'ai un tempérament aussi où, si ça arrive, je me fais un malin plaisir de mettre les gens devant le fait accompli et de les remettre à leur place. Après, c'est pareil, comme tu disais, c'est aussi une question de tempérament. Mais moi, si j'en ai un qui me fait sentir femme inférieure, je me dis, putain, du pain béni, quoi. Je vais pouvoir m'énerver contre quelqu'un. Et c'est dur à dire, mais ouais, j'avoue que je le vis bien dans le sens où je me dis, allez, c'est bon, c'est mon moment, je vais pouvoir l'enchaîner. Mais heureusement, ça n'arrive pas souvent. Comme en voiture, c'est le moment pour lâcher les nerfs. Mais c'est exactement ça, tu vois, je me dis, ah, nickel, c'est bon. Eh ben, c'est parfait. Pour en revenir à la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, on est là pour rassembler les entrepreneurs et entrepreneuses, du coup, même si ce mot n'existe pas dans la langue française, des quartiers populaires. En l'occurrence, vous venez toutes les 2 de quartiers populaires, ou comme dirait Aurélie, je viens pas d'un quartier populaire, je viens juste de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous avez eu le sentiment que venir d'ailleurs que des centres-villes de Paris, Bordeaux et Lyon, ça a compliqué votre aventure entrepreneuriale? Yasmine, est-ce que tu veux commencer? C'est marrant, j'avais un événement ce matin et je disais, a priori, quand une femme, le matin, on se lève, on se dit pas je suis une femme. C'est pareil, quand on se lève le matin, on ne dit pas je viens de banlieue. Mais du coup, finalement, je trouve que en se contentant d'incarner juste l'individu qu'on est, son projet, on ne laisse pas les autres nous mettre dans une case. Et moi, je pense que c'est plutôt les gens qui ont envie de nous mettre dans une case que nous qui faisons tout un cheminement pour le faire. Moi, je suis née à l'étranger, je suis née en Algérie, je suis arrivée en France, j'ai grandi dans la banlieue du 95 à Cergy, ensuite j'ai été vivre à Paris, et finalement, banlieusard d'un jour, banlieusard toujours, à un moment à Paris, je me suis un peu sentie opprimée, j'avais besoin de nature, et pour moi, la banlieue, ça rime avec nature, donc je suis retournée en banlieue aujourd'hui, et c'est là où je me sens bien, et au final, la banlieue, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est aussi quelque chose qu'on peut choisir. Et moi, aujourd'hui, c'est un choix de vie que j'ai décidé d'avoir en y allant, parce que j'ai les moyens d'aller où je veux. Donc, non, pour moi, c'est la société qui veut stigmatiser certaines choses. Et avec des exemples comme toi, moi et plein d'autres gens qui sont là ici, on peut montrer que quel que soit l'endroit d'où on vient en France, on peut finalement incarner quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Et toi, Aurélie?
Moi, je viens donc de Clermont, comme je disais, mais je viens même pas de Clermont, je viens d'une ville encore à côté, donc genre le petite ville, et tu te rends pas compte en fait que tu viens d'un endroit qui est censé être un peu banlieue entre guillemets, parce que bah t'es dedans en fait, tu connais que ça. Je m'en suis plus rendu compte que j'avais pas l'entourage qui faisait que j'aurais pu entreprendre sur les papiers, genre si tu regardes le téléfilm d'M6 à l'époque, parce que j'avais pas la culture entrepreneuriale, j'avais pas les infos de qu'est-ce qu'on fait avec son argent, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai pas appris. Moi, ma mère est femme de ménage. Enfin, elle était femme de ménage. Elle nous a élevés tout seuls. On était 4. Je suis la seule qui a réussi à avoir le bac sur 4, un peu plus même. Mais du coup, tu t'en rends compte plus tard quand tu regardes avec du recul. Quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. T'avances, c'est tout. Puis tu regardes pas d'où tu viens. Tu regardes pas si t'es une femme, si t'es un homme. Enfin, c'est ça en fait. T'avances. Toi, Yasmine, est-ce que tu dirais que tu avais une culture entrepreneuriale Est-ce que tes parents t'ont transmis une culture entrepreneuriale? Parce que pour le coup, tu n'as pas eu du tout la même éducation. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu des parents mes parents sont médecins. Et quand on est arrivé d'Algérie, alors franchement, pour le coup, on n'a pas vécu dans l'abondance pécuniaire, mais par contre, j'ai eu des parents qui m'ont enseigné l'importance d'aller à l'école et d'aller le plus loin possible, parce que les études, c'est une arme quand même dans cette société qui nous permet finalement de construire des choses par la suite. Et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai eue de mes parents, parce que j'ai toujours voulu... Pour moi, être autonome, c'est hyper important. Donc moi, depuis que j'ai 17 ans, je suis autonome financièrement et je me suis construite toute seule. Par contre, la plus belle richesse que m'ont apporté mes parents, finalement, c'est cette nécessité d'apprendre, de jamais s'arrêter, de faire des études. Et souvent en banlieue, ce qui manque finalement, c'est un référentiel. Et là, les choses sont en train de changer. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de référentiels. On ouvre la voie aussi à notre façon. Et même s'ils n'ont pas forcément leurs parents qui vont leur dire qu'il faut faire des études, ils ont des rôles modèles qui vont leur dire. Et puis, j'ai envie de dire, les rôles modèles d'aujourd'hui, c'est les parents de demain. Et pour moi, il faut impulser un truc qui fait que à partir de la génération prochaine et celle de nos enfants, on parlera plus de tout ça. Il n'y aura plus de banlieusards, il n'y aura plus de femmes. Il y aura juste des gens qui ont envie d'entreprendre ou non. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie ? Non, c'est bon. Elle a dit beaucoup de choses. Mais ouais, moi, je rêve d'un monde où nos enfants n'auront pas besoin de justifier de quoi que ce soit. Et je suis assez fière, justement, de véhiculer cette image rien que pour ma fille, en fait. Moi, j'ai 3 enfants, dont une fille. Et je sais qu'elle dit à ses copines, non, mais de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Ma mère, elle a une entreprise. Et quand je l'entends dire ça à ses copines, mais je me dis, c'est bon. J'ai réussi, même si demain, je me plante. Au moins, elle a cette graine qui a germé, quoi. C'est ouf que tu parles de ça et que tu parles de ta fille qui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, parce que souvent les femmes, elles sont confrontées à un syndrome de l'imposteur plus que les hommes. Alors je tiens quand même à préciser que les hommes et les femmes sont confrontés au syndrome de l'imposteur, mais que souvent ça touche plus facilement les femmes. Est-ce que il y a eu un moment où vous avez vraiment eu une crise de légitimité, où vous vous êtes dit non mais en fait c'est pas pour moi? Yasmine, tu veux commencer? Oui et non. J'ai tendance à dire non, mais oui, pourquoi? En fait, quand on arrive dans des événements, il y a plein de gens qui sont à des stades différents de leur parcours. Ça veut dire que moi, je peux arriver dans des écosystèmes où ils ont tous vendu leur boîte, ils ont fait des exits, ils sont à leur 5e boîte, ils sont hyper connus. Et du coup, quand toi, t'arrives et que c'est le début de ta boîte, tu es là en mode waouh, quand même, tu vois, même si je suis rarement impressionnée parce que c'est pas dans ma nature, tu as ce truc de dire purée, faut pas que je lâche, machin. Et des fois, tu arrives dans des environnements où les gens ils viennent de créer leur boîte et pour eux, ce qu'on a réussi nous à faire, c'est déjà un truc de malade. Et là, tu as alors genre waouh, je suis trop fière de moi, machin et tout. Donc, je pense que la vie, c'est aussi ça. Je pense qu'il faut aussi des moments où on se rend compte qu'on est tous juste à des moments différents de notre histoire, qu'il faut savoir être humble, que c'est pas parce qu'il y en a qui ont 10 ans d'avance que ça veut dire que nous c'est pas bien, et que c'est pas parce qu'il y en a qui sont au début que nous on a déjà avancé que ça veut dire qu'on est mieux qu'eux. Donc oui, des fois on est là, on est stressé, on se dit le truc de fou ce qu'il a fait lui, mais bon après ça je pense que c'est humain et c'est sain. Du moment que ça reste sain et que ça stimule pour faire mieux, c'est ok. Et toi Aurélie? Tous les jours. Tous les jours, ok, carrément tous les jours. Mais après, comme tu disais, je pense qu'à partir du moment où tu l'as pas, tant mieux pour toi. Mais moi, je pense que c'est sain. Enfin, je trouve ça sain de me remettre en question tout le temps et de me dire est-ce que je suis au bon endroit. Et c'est ce qui fait que des fois, j'ai changé de directive ou voilà. Enfin, pour moi, ça reste sain, même si c'est aussi dans ma nature d'être stressée. Donc, il n'y a pas de souci, je le vis bien. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ose pas parce qu'elle se dit qu'il y a trop d'obstacles, que c'est trop dur, vous diriez quoi?
Yasmine, tu veux y aller? J'ai trop de trucs à dire. Non, je pense que... Vas-y, déballe tout. Non, je pense que ce que je dirais, c'est que laisse pas la société définir tes limites. Franchement, pour moi, le sujet du plafond de verre, je le vois avec mes amis tous les jours. Et c'est un truc, j'ai envie de les secouer comme ça. Non, faut que tu fonces. Donc ouais, c'est ça. Si j'ai un truc à dire, ne laissez personne sur cette terre vous mettre des limites et ne vous en mettez pas vous-même. Et toi, Aurélie? Eh ben, moi, je pourrais dire aussi de s'entourer. Même si on ne l'a pas à la base, l'entourage, moi je ne l'avais pas. Au final, tu vois, il existe plein de choses auxquelles tu peux adhérer. Il y a aussi des groupes. Enfin, tout à l'heure, on parlait de BNI. Bon, moi, ce n'est pas ce qui m'a fait adhérer, mais j'ai un groupe d'entrepreneurs. En tant que gérante d'une agence de com, j'ai un groupe, par exemple, comme l'UMIC ou des choses comme ça. Donc, tu as toujours aussi des moyens de grandir avec d'autres qui vont te donner leur faiblesse, leur réussite. Et je trouve que le partage, c'est vraiment la chose qui est le plus intéressante pour moi. Apprendre des autres, pas à copier ou quoi que ce soit, même si... moi, je suis souvent avec des gens, ils sont plombiers ou quoi que ce soit. Et ben en fait, tu as toujours à apprendre de tout le monde, donc entoure-toi. Même si tu l'as pas de base, tu as toujours moyen d'avoir des petits groupes comme ça qui font du bien. Toi, Yasmine, comment est-ce que tu t'es entourée au moment où tu as lancé MIPI? En fait, j'ai eu aussi la chance que ça arrive à un moment donné où les sociétés de VTC... c'était compliqué avec le Covid, qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient des entreprises en faillite. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment, il y a de la main-d'œuvre et des cerveaux hyper pertinents pour m'entourer. Non, mais c'est clair. De toute façon, s'entourer, c'est nécessaire et c'est difficile en plus de bien s'entourer parce que faut des gens qui nous ressemblent, faut des gens qui, surtout quand c'est une start-up, qui acceptent qu'on va faire des erreurs, qui acceptent qu'il y a potentiellement plus de travail que dans une boîte du 440 où le poste il est déjà beaucoup plus structuré, alors que là, il faut des couteaux suisses. Et franchement, je me suis plantée des fois. J'ai rencontré des gens qui font la richesse de ma boîte aujourd'hui. Donc, c'est la vie d'un entrepreneur. De toute façon, c'est autant un parcours de solitude qu'un parcours riche de rencontres. Il y a les deux, parce qu'à un moment, quand on doit prendre des décisions, personne ne va les assumer à notre place. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu allais dire, Aurélie? Je dis, personne ne prendra nos décisions à notre place. Et la première personne de qui s'entourer, c'est bête, mais c'est un avocat. Okay. Et pas sous-estimer les papiers. Enfin, moi, je faisais partie des gens qui croyaient que... Ouais, voilà. On a tous fait des boulettes. Et moi, j'en ai fait des énormes. Et ouais, ne pas sous-estimer un expert comptable, un avocat, des choses comme ça, où des potes te disent « Oh, c'est bon, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. » Non, connais personne. C'est bon tant que ça ne marche pas. À partir du moment que ça fonctionne et que ça prend une vraie dimension, une entreprise, c'est là que les erreurs anodines, quand ça reste à petite échelle, peuvent finalement détruire même une boîte. C'est ça, c'est que les fondations, si elles sont en papier mâché, au bout d'un moment, ça se sait, quoi. Alors, j'adore qu'on aborde le thème des erreurs. Vous, c'est quoi la plus grosse erreur que vous avez faite dans votre parcours entrepreneurial? Aurélie, tu veux commencer? Alors, aujourd'hui, c'est pas une erreur. Chérie, je t'aime, je ne veux pas divorcer. Mais j'ai pas fait de contrat de mariage. Et aujourd'hui, je trouve que c'est sous-coté. Et surtout, c'est trop assimilé. Moi, dans mon entourage, c'était assimilé à un gros mot ou un manque d'amour. Et moi, je me suis mariée à la va-vite, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Et j'ai monté ma boîte après. Et du coup, vu que j'ai pas de contrat de mariage, si demain j'ai un problème avec ma boîte, mon mari hérite de mes dettes. Ou si demain je me sépare de ma boîte, enfin je me sépare de mon mari, je dois racheter ma boîte à mon mari. Et je trouve que c'est... Dans les deux cas, en fait, c'est pas juste. Donc, et voilà, je pense que c'est le conseil que je donne à tous les entrepreneurs féminines, mais ça marche aussi avec les masculins. Mais voilà, moi, j'avais pas cette information. Pour moi, c'était un gros mot. Et je le dis à tout le monde, quand on veut monter une boîte, attention, plus tard, pense au contrat de mariage. Et ça en revient à la question de la culture entrepreneuriale. Exactement. Que tu n'avais pas nécessairement, toi, quand tu t'es lancée, quoi. Mais moi, personne n'a de contrat de mariage dans ma famille, ni dans la famille de mon mari. Enfin, c'est pas une question. Pour nous, c'était une question d'amour, le contrat de mariage, alors que pas du tout. C'est une question de protection de l'un et de l'autre. Donc, voilà. Et toi, Yasmine, du coup, tu dirais que c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies faite? C'est d'avoir foncé dans des relations de partenariat en occultant certaines lignes du contrat.
Et en fait, c'est des choses, quand on est dans le début, on est tellement pressé qu'on va trop vite. Et oui, je pense qu'on aurait dû avoir les bons avocats beaucoup plus tôt. Et c'est des choses qui nous ont coûté de l'argent, qui nous ont coûté du temps et de l'énergie. Et ça fait partie de l'apprentissage, mais je m'en serais bien passée, franchement. Pour en revenir au thème de notre table ronde et plus précisément sur la double peine que c'est que d'entreprendre en tant que femme et en n'ayant pas nécessairement une culture entrepreneuriale, qu'on vienne des quartiers populaires ou pas. Vous, c'est quoi un mythe de l'entrepreneuriat que vous aimeriez déconstruire auprès des gens qui ont une vision complètement romancée de l'entrepreneuriat, Yasmine? Entreprendre, c'est pas créer. Entreprendre, c'est vendre. J'adore cette phrase. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est la première fois que je le formule aussi bien. Non, c'est que je vois des amis à moi qui ont monté des boîtes il y a très longtemps et en fait qui prennent beaucoup d'énergie à soit créer le plus beau produit, le plus beau service. Et en fait, entreprendre, c'est vendre. C'est une réalité. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise, il y a un projet. Et du coup, je vois des gens mettre beaucoup d'énergie parce que quand ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas le courage de dire on arrête, ils ne lâchent pas. Donc je pense que c'est ce que doivent dire tous les incubateurs, tous les gens qui accompagnent. Entreprendre, c'est vendre. Si en fait à un moment tu ne vends pas, tu n'entreprends pas. Et toi, Aurélie? Moi, c'est pas du tout le même discours, mais c'est plus dans le sens où donc moi, ma boîte s'appelle Just Go. Il y a plusieurs histoires, mais c'est surtout juste essaye. Et entreprendre, c'est pas toujours réussir. C'est ok, tu peux te casser les dents, mais tu auras appris quelque chose. Et moi, je dis toujours, quand on me dit tu crois que je me lance et tout, je dis vas-y, au pire, qu'est-ce que tu perds? T'as injecté toute ta vie dedans? Non, tu essayes, tu te casses les dents, tant pis, t'y arrives, tant mieux. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer aux gens autour de moi et à leur dire mais essaye, donne-toi les moyens. Si t'y arrives pas, t'auras appris quelque chose en fait. Le yin et le yang, là. Exactement, complètement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une injonction à réussir qui est plus forte? Enfin, moi, en tout cas, je trouve, de toutes les entrepreneuses que je rencontre, qu'il y a une injonction à réussir qui est plus forte chez les femmes qui ont tendance à les bloquer plus que les hommes. Est-ce que c'est des choses que vous avez vues dans votre entourage ou que même vous avez vécues? Yasmine? Franchement, pour le coup, en tout cas, moi, dans mon entourage, mais après, je pense qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent un peu ou pas, mais... les limites, je les vois des deux côtés. Enfin, okay. Je vois des hommes avoir peur, des femmes avoir peur. J'ai des copines qui sont des warriors. J'ai des amis garçons qui sont beaucoup plus dans les émotions. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des schémas a priori, à ce qui paraît que les hommes gagnent plus parce qu'ils osent demander plus, que c'est pas forcément de la faute de l'entreprise, c'est de la faute des limites qu'on se met, que les femmes refusent de prendre des postes à responsabilité parce qu'elles anticipent déjà le fait qu'il y aura trop de travail par rapport à la charge familiale. Donc a priori oui, mais c'est vrai que oui, je pense que naturellement on s'entoure par des gens qui nous ressemblent et des gens qui me ressemblent ont tendance à être plutôt vaillants. Et toi, Aurélie? Alors, pareil, je suis peut-être bien entourée, mais je pense que aussi on accepte plus d'un homme qui ne réussisse pas parce qu'il va plus vite passer à côté, qu'une femme va se mettre une grosse pression en se disant de toute façon, si j'y vais, c'est pour réussir, peut-être aussi. Et du coup, voilà, c'est plus la pression qu'on se met à soi-même, peut-être. Mais je pense qu'il y a, comme disait Yasmine, je pense qu'il y a des deux. Moi, j'ai des mecs autour de moi qui en ont rien à faire de tout comme j'en ai qui vont être super sérieux. J'ai pas une grosse avis sur ce sujet-là. En tout cas, du coup, on peut retenir vos deux principaux mythes que vous voulez déconstruire, qui est qu'il faut vendre et qu'il faut oser. Et ça, moi, j'adore. Maintenant, j'ai une autre question qui est et je voudrais que vous vous remettiez dans la tête de la personne que vous étiez quand vous avez lancé vos boîtes, toutes les deux. Si vous pouviez dire une chose à cette personne-là, ce serait quoi ? Vas-y, Yasmine. Je pense que je lui dirais rien parce que pour l'instant, je suis plutôt contente du chemin. Donc j'ai peur de... Je me dis si je lui avais dit un truc qui aurait pu m'effrayer. Donc non, franchement, je lui dirais rien. Je pense que pour entreprendre, il ne faut pas savoir. Ok. Pas savoir. Ouais, c'est comme un accouchement. Si tu sais, t'as un peu plus peur, tu vois, d'avoir des enfants. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure cette phrase, mais c'est vrai. Non, je pense qu'il faut juste pas savoir, donc je dirais rien. Ouais, faut juste avancer comme ça tout droit.
Il est traumatisé par le film L'Effet Papillon, donc même Tim, faut pas savoir, je me serais rien dit en fait, parce que je pense que si je m'étais raconté ce qu'il allait se passer ou si je m'étais donné un conseil, j'aurais même pas imaginé à quel point j'aurais pu vivre des trucs extraordinaires ou me mettre dans des merdes extraordinaires, donc du coup, vaut mieux pas savoir. Et si vous deviez dire quelque chose, si vous deviez raconter aujourd'hui votre vie à vous, petite fille, vous pensez qu'elle dirait quoi? Faut que j'y aille. Aurélie. Je crois qu'elle y croirait pas, parce que vraiment, moi, je me voyais vieille avec des chats, donc à vraiment. 10 ans, tu te voyais vieille avec des chats? Ouais, enfin, j'avais pas une très belle image de moi. Et j'avoue qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on en a parlé en off, mais moi, j'étais censée être stérile. Donc déjà, juste avoir 3 enfants, alléluia. Une boîte, mais jamais je me serais imaginé ça. Des collaborateurs en or. Enfin, moi, j'ai une équipe formidable et j'en suis très fière. On est une dizaine. Me dire que j'arrive à faire payer 10 CDI, des salaires tous les mois, je crois que je lui dirais non, arrête, allez, à d'autres ta blague, quoi. Donc, ouais. Et toi, Yasmine? Je me suis toujours dit que j'allais faire des trucs de fou dans ma vie. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une espèce de flamme en moi et j'en ai toujours été convaincue, même s'il y a des gens qui me disaient qu'il fallait que j'arrête. Et donc, je pense que je serais alignée. Je sais pas, je trouve que c'est important d'avoir confiance en soi. Souvent, les gens me disent, Yasmine, non mais t'es trop sûre de toi. Mais en fait, pourquoi il faut que j'attende que ce soit les autres qui me donnent la permission d'être fière de moi? Mais ça va pas ou pas? Moi, je m'auto-suffis. Hein. Je m'envoie des fleurs toute seule. Et puis, s'il y en a d'autres qui m'en envoient, c'est du bonus. Si on m'en envoie pas, c'est pas grave. Je m'auto-suffis. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour pousser plus de petites filles? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ce sont quand même encore et toujours des hommes, même si ce chiffre a tendance à se rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser des petites filles à avoir ce mindset d'entreprendre et plus tard devenir entrepreneuse? Je pense que c'est de rencontrer des femmes comme nous, comme toi, qui incarnent quelque chose de fort, se projeter, les rôles modèles, l'identification. Moi, je sais que je prends du temps pour aller dans les collèges, pour aller dans les lycées, pour raconter mon histoire. Et les gens me disent, mais attends, Yasmine, t'as le temps de faire ça? Je dis, mais en fait, c'est la base. Si je prends pas le temps de le faire, qui va le faire? Il faut que ces petites filles, elles nous voient et qu'elles se disent, ah, trop bien, moi aussi, je peux le faire. Et rien que, ah, trop bien, moi aussi, je peux le faire, je pense que ça peut vraiment changer des destins. Moi, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD et je suis référente jeunesse cette année. Ok. Donc, j'ai pris ce poste-là pour pouvoir aller dans les collèges, dans les lycées, dans les primaires et aller parler de l'entrepreneuriat et montrer qu'il peut être féminin et qu'il peut être issu de n'importe où. Il peut être avec des gens qui n'ont pas le bac, il peut être avec des gens qui ont fait des grosses études, il peut être avec des femmes, avec des hommes, avec qui on veut. Il peut être avec des gens qui ont des baskets, avec des mocassins. Enfin, voilà. Mon but, c'est de... Non, parce que dans les écoles, quand tu demandes à un primaire qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise, c'est un homme avec des mocassins et des lunettes. Ouais, mais heureusement qu'il y a nos enfants, tu vois. Voilà. Parlons de nous comme ça. Donc, mais encore en 2024, quand tu leur demandes, il y a ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la jeunesse. Et c'est quelque chose que je fais bénévolement, il n'y a aucun souci. Et c'est parce que justement, je veux que les petites filles sachent qu'on peut, comme Barbie dit, on peut être tout ce qu'on veut, quoi. Génial. Eh bien, écoutez, je voulais toutes les deux vous remercier immensément d'être venues à cette table ronde. J'espère sincèrement qu'on aura pu générer des vocations d'entrepreneuses et pousser des jeunes femmes à lancer leurs projets auxquels elles réfléchissent depuis des années. Est-ce que, avant de nous quitter, vous avez un dernier truc que vous voudriez dire à l'audience? Vas-y, Aurélie. Oser. C'est vraiment le... Oser Vendée, non je rigole. Non mais c'est ça. Hein. Non mais moi j'ai une deuxième société à côté en parallèle qui s'appelle J'ose Marketing. Hein. Donc le verbe oser, une copine m'a dit un jour, ce qui te définit le plus, c'est le fait que tu oses tout le temps et que tu te prends pas la tête. En fait c'est pas grave si on se casse les dents, on a essayé. Oui, et un truc que je dis aussi, et j'essaie de l'apprendre même moi, c'est que quand on est entrepreneur, on a un objectif, mais si on ne sait pas apprécier le chemin, c'est pas possible. Il faut que le chemin ait autant de saveur que l'objectif, sinon on ne tient pas. Donc il faut profiter du chemin et oser prendre ce chemin-là. Merci à toutes les deux pour cette table ronde et à très bientôt. Merci.